Le cléricalisme, voilà l'ennemi. C'est ce discours, cette phrase qu'a prononcée Léon Gambetta à l'Assemblée nationale en 1877 et qui résume la politique que va adopter la Troisième République au fur et à mesure qu'elle s'instaure, qu'elle se renforce. Donc nous avions eu déjà, je vous en ai parlé précédemment, les lois Ferry garantissant le fait que l'instruction publique soit laïque pour les enfants, c'est-à-dire qu'elle n'est plus menée par des religieux. Vous aurez ensuite les lois Goblet qui obligeront le personnel également enseignant à être laïque, c'est-à-dire que ce ne seront plus des ecclésiastiques. On va laïciser les écoles aussi, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de crucifix au-dessus du tableau, comme c'était le cas avant. Euh, Ensuite, avec le ministère Combes de 1902 à 1905, il va y avoir une laïcisation de la société, notamment l'interdiction des congrégations dont l'influence était jugée néfaste, notamment parce que les membres de ces congrégations avaient tendance à intervenir dans la vie publique et ne pas se contenter uniquement de la vie spirituelle. Et donc ces congrégations sont peu à peu soumises à une autorisation après la loi sur les associations de 1901. Donc petit à petit, l'État n'autorise aucune de ces congrégations et est obligé de quitter le territoire. La société est en train de se laïciser, mais elle va finir par se laïciser totalement à partir de la fameuse loi de séparation des églises et de l'État. Je dis bien des églises parce que on pense toujours à l'Église catholique qui était ultra majoritaire à l'époque, mais il ne faut pas oublier l'Église protestante qui s'est développée en France très rapidement après que Martin Luther, ce moine allemand, ait publié ses 95 thèses sur les portes de son église à Wittenberg. Donc il y a la présence d'églises protestantes en France, et puis je viens de vous en parler à travers l'affaire Dreyfus. Vous avez bien compris qu'il y a également la présence de juifs en France. Il y a une religion, une grande religion qui échappe un peu à cette loi à ce moment-là, c'est l'islam, parce que autant la France a des colonies avec des populations musulmanes, autant des populations musulmanes en France, il n'y en a pas beaucoup à l'époque, voire très très peu. C'est pour ça que les principales églises qui sont visées, quand on dit les églises, c'est les églises protestantes, juives et évidemment catholiques. Et pour illustrer cette loi des séparations des églises et de l'État, je vous ai mis une photo prise à Saint-Paul-de-Léon, hein, dans le Pays Basque, où on voit la troupe, hein, au premier plan qui tente d'enfoncer la porte de la cathédrale. Cette photo est issue du Petit Parisien, donc un journal national, hein, issu du 22 novembre 1906. Alors, je reviendrai sur ces événements tout à l'heure qu'on va appeler les inventaires d'églises. Alors, cette loi de séparation des églises et de l'État, comme vous l'avez vu dans le PPO, c'est une loi de compromis. Le rapporteur de la loi, Aristide Briand, a cherché à essayer de contenter à la fois les catholiques et les républicains, c'est-à-dire de permettre aux catholiques de continuer à exercer leur liberté de conscience, leur liberté de culte, donc de pouvoir pratiquer librement. Mais par contre, dans les articles 1 et 2, l'État garantit le fait que dorénavant, il est neutre en matière de religion, puisqu'il est dit dans l'article 1er, l'État ne salarie, ne reconnaît, ne subventionne aucun culte. Il ne reconnaît aucun culte, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pour lui aucune religion en France, qu'il est athée. Non, il reconnaît simplement qu'il n'y a pas de culte officiel. C'est terminé. L'État français n'a plus une religion officielle, le catholicisme. La France n'est plus la fille aînée de l'Église telle qu'elle a longtemps été sous le Moyen Âge et pendant l'époque moderne. Donc la France ne salarie plus non plus les personnels ecclésiastiques, hein, qui avant, depuis le Concordat de Napoléon de 1801, étaient considérés comme des fonctionnaires en quelque sorte, puisqu'ils étaient payés par l'État. De même, c'est plus à l'État de réparer les églises, d'entretenir les églises, d'acheter le matériel pour les églises. Euh, la gestion des églises sera confiée indirectement à ce qu'on appellera des associations cultuelles par le biais de l'article 3. Donc c'est une loi de compromis parce que certains au sein des républicains auraient souhaité que l'État interdise quasiment la religion catholique, hein, notamment les socialistes comme Maurice Allard, qui aurait voulu une loi beaucoup plus ferme vis-à-vis de l'Église catholique.
Alors que le rapporteur de la loi, Aristide Briand, lui, ce qu'il souhaitait, c'était éviter que les ecclésiastiques, les hommes de l'Église, interviennent dans la vie politique française, surtout que, comme je vous l'ai dit précédemment, ils étaient souvent suspects de compromission avec les partis anti-républicains, avec les partis royalistes, avec les partis bonapartistes, avec les ligues d'extrême droite aussi, avec les partis nationalistes, anti-Dreyfusards, antisémites, puisque vous le savez bien, chez les catholiques, le juif est déicide, hein, ce sont les juifs qui ont tué Jésus, donc ils sont très mal vus par les catholiques, et donc naturellement l'Église catholique a plutôt tendance à être anti-Dreyfusard. Donc tout cela fait que à ce moment-là, en 1905, l'État souhaite se séparer de l'Église et affirmer sa neutralité en matière de religion. Alors évidemment, ben, le pape, hein, le pape Pie X, lui, il voit d'un très mauvais œil cette loi. Bon, certains évêques plus libéraux vont se rallier petit à petit à cette loi en disant que bon, finalement, elle permet quand même la liberté de culte, la liberté de conscience, donc autant prendre cette loi telle qu'elle est. C'est pas une loi comme qui a été votée comme pendant la Révolution française, où, rappelez-vous, l'Église catholique a été à un moment complètement supprimée et que les révolutionnaires avaient même créé leur nouveau calendrier, le culte de l'être suprême. Donc il y avait vraiment une volonté de laïciser la société, volonté qui avait été reprise, si vous vous en souvenez, par la Commune de Paris, où les communards également voulaient laïciser la société. Donc, face à cette menace de laïcisation et d'exclusion plus importante qu'elle n'était, certains catholiques disent, bon, autant prendre ce qu'il y a de bon à prendre dans cette loi. Il n'empêche que cette loi donc a été votée hein, par à peu près 3/5 des députés. Elle a été votée également par les sénateurs. Et puis, bah, elle a été promulguée par le président Loubet, pardon, n'importe quoi, le 9 décembre 1905. Et cette loi, ben, 115 ans plus tard, elle est toujours d'actualité. Bon, elle n'est pas appliquée en Alsace et en Moselle, parce que l'Alsace et la Moselle, en 1905, étaient annexées par l'Allemagne, et que quand cette loi a été votée, ben, comme elles ne faisaient pas partie de la France, quand elles ont été récupérées par la France en 1918, eh bien, elles sont restées avec un statut particulier, ce qui fait que les prêtres en Alsace et en Moselle sont payés par l'État. Alors, l'article 3 de cette loi garantissait que pour assurer la conservation des biens de l'Église, il y a un inventaire mené contradictoirement par un agent de l'État, donc un fonctionnaire, et aussi par le prêtre, par exemple, ou par l'évêque, pour la cathédrale de Saint-Paul de Léon. Cependant, l'immixtion d'agents de l'État dans l'Église a été l'occasion souvent pour les prêtres ou les évêques de montrer leur opposition par rapport à cette loi et ils jugeaient un peu comme une insulte le fait qu'un agent de l'État, un agent de la République rentre dans l'Église et aille compter les objets de l'Église et notamment les objets les plus saints, ceux qui sont contenus dans ce qu'on appelle les tabernacles. Le tabernacle, c'est un coffre sacré dans une église dans lequel sont contenus les hosties, les ciboires, les calices qui servent à faire la messe et les hosties notamment sont censées représenter le corps du Christ lors de la communion. Donc les évêques, les curés s'y opposent, ils appellent leurs fidèles, ils prononcent souvent un sermon où ils critiquent la République, et puis les fidèles se barricadent dans l'église et empêchent l'entrée des agents. Donc c'est pour ça que vous avez cette photo ici où la troupe est appelée en renfort, et dans certaines régions, il y aura des incidents violents, sanglants et même des morts. Donc il faudra attendre, ces inventaires qui devaient se passer en quelques semaines vont en fait durer pratiquement une année. Et il faudra attendre vraiment la fin des années 20 pour que définitivement l'Église catholique se range vraiment unanimement derrière la République. Mais en tout cas, sachez que cette loi, ben, 115 ans plus tard, elle est toujours d'actualité et il suffit de voir au lycée, la charte de la laïcité découle directement de la loi de séparation des églises et de l'État. Euh, pour revenir sur le cours, dans un grand C, on va faire un petit retour rapide sur le mouvement ouvrier dont on avait beaucoup parlé dans le thème précédent, dans le thème 2 du programme. Donc si vous vous souvenez, au début de la Troisième République, le gouvernement de Versailles, dominé par Thiers, avait écrasé la commune. Et avait déporté de très nombreux ouvriers, hein, plusieurs milliers, ce qui fait qu'il avait été, je vous avais dit, décapité ce mouvement ouvrier pour une dizaine d'années.
Petit à petit, ce mouvement va se reconstituer autour des syndicats avec la loi, la liberté syndicale qui va être instaurée par cette loi de 1884 qu'on appelle la loi Waldeck-Rousseau. Et plusieurs petits partis socialistes vont se constituer contre justement la République bourgeoise, la République des riches, si vous voulez. Donc cette opposition va être de plus en plus violente et elle va être menée notamment par ceux qu'on va appeler les anarchistes. Alors les anarchistes, c'est ceux qui refusent toute autorité, hein. Vous savez, leur devise, c'est ni Dieu ni maître. Et il va y avoir différents attentats anarchistes, et je vous en ai parlé, hein, entre les années 1894 et 1895. Et le président Sadi Carnot, né à Limoges, va se faire assassiner par un anarchiste italien. Donc le mouvement anarchiste va subir une très forte répression, hein, une répression violente, hein. À l'époque, il y avait la peine de mort en France, hein. Mais ce mouvement anarchiste reste cependant important dans la vie syndicale et il va influencer la création, par exemple, de l'un des principaux syndicats en France, qui s'appelle la Confédération Générale du Travail, qui a été fondée en 1895 à Limoges, juste à côté de la place Denis Dussopt, hein, la place où il y a le cinéma. C'est un syndicat révolutionnaire, donc très proche, plus tard il sera très proche du Parti communiste, et qui prône notamment la grève générale pour paralyser l'économie et faire entendre ses revendications. Le socialisme, lui, il commence à s'étendre, hein, notamment sous le ministère Clémenceau, car Clémenceau, qui était à l'époque surnommé le Tigre et qui menait une politique particulièrement brutale, notamment contre les grévistes, notamment contre les grévistes dans le vignoble du sud-ouest de la France, et qui se nommait lui-même le premier flic de France, et qui a fondé ce qu'on appelle les brigades du Tigre, ça veut dire peut-être quelque chose en police. Donc il réprime durement ces grèves et du coup en opposition à ces répressions très dures, eh bien, les socialistes vont un peu se monter contre lui et tenter de résister. Donc les socialistes vont créer un grand parti qui regroupe différentes tendances et qui va s'appeler la SFIO, qui veut dire Section française de l'Internationale ouvrière. Cette SFIO est fondée en 1905 par un socialiste extrêmement célèbre qui a donné son nom à une rue de Limoges, qui s'appelle Jean Jaurès. Il accepte le régime parlementaire, Jean Jaurès, mais tout en affirmant sa volonté de renverser le capitalisme, car après l'anticléricalisme, le cléricalisme, voilà l'ennemi de Gambetta. Pour les socialistes, l'ennemi, c'est le capitalisme, c'est la grande bourgeoisie qu'il faut renverser, ce qui sera aussi le but, évidemment, du communisme plus tard. En conclusion de ce chapitre 1, donc vous avez pu voir que la Troisième République a eu des débuts un peu difficiles, hein, avec une mise en place assez fastidieuse, hein. En gros, jusqu'en 1877-79, elle était très fragile. Les tentatives de restauration étaient très prégnantes, hein, dans l'actualité. On pensait que c'était un régime un peu transitoire, en quelque sorte. Donc au début, la Troisième République a été plutôt dirigée par des monarchistes. Mais il y a une énorme œuvre de fondation républicaine mise en place par les gouvernements entre 1880 et 1885, hein, ce qu'on a appelé les républicains opportunistes, autour de Jules Ferry, Jules Grévy. Et malgré plusieurs crises qui ont affaibli et renversé la République, hein, je pense aux crises du boulangisme, au scandale de Panama, à l'affaire Dreyfus, aux tentatives de coup d'État de Déroulède, aux anarchistes, eh bien, le régime semble solide et réaliser de plus en plus le projet républicain, c'est-à-dire ce projet de rassembler la grande majorité des Français derrière des valeurs communes, liberté, égalité, fraternité, et de symboles communs, Marianne, le drapeau tricolore, le 14 juillet, etc. L'Assemblée s'est imposée comme le lieu de débat, notamment des débats très célèbres entre, par exemple, Jules Ferry et Clémenceau, avec de très grands orateurs, hein. Et ce sont des débats qui sont démocratiques, parfois virulents, hein, extrêmement virulents, beaucoup plus virulents peut-être qu'aujourd'hui, à part peut-être des personnages comme Mélenchon à l'Assemblée ou éventuellement Marine Le Pen. Le reste sont des débats plutôt policés, mais dans lesquels les Français se retrouvent. Et les courants politiques les courants politiques vont petit à petit se recomposer durant cette période et les premiers grands partis vont pouvoir être fondés à partir de 1901, puisque la loi de 1901 permet la création des associations hors un parti politique. Qu'est-ce donc? Sinon une association de plusieurs personnes qui cherchent à défendre un projet commun, un projet commun de société, un projet politique. Donc c'est à partir de 1901 que vont apparaître véritablement les partis politiques en France.
Sur ce, nous avons fini ce cours. J'espère vous avoir apporté quelques petites informations. Vous m'excuserez pour les petites erreurs. C'est le live. Merci beaucoup.